Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans un jeu que j'ai téléchargé il y a pas longtemps sur Steam qui s'appelle Making History, The Calm and the Storm. Donc refaire l'histoire du calme à la tempête, qui est un jeu d'action stratégie. En fait, c'est plus un jeu à mi-chemin entre simulation géopolitique, un jeu de gestion et un wargame. Il, il table un peu sur tous les tableaux et du coup il prend force et faiblesse de de chaque genre. Donc Making History offre un panorama assez complexe pour les néophytes, mais complet sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que bon, il faut savoir que le jeu se situe en pleine Deuxième Guerre mondiale, mais grâce à des mods, on peut retourner en pleine Première Guerre mondiale, ce qui est très intéressant, mode que je n'ai pas encore testé mais que je compte tester. Mais c'est un jeu qui est réservé aux inconditionnels des reconstitutions historiques, en grande majorité en tout cas, parce que le scénario est quand même assez poussé, mais si vous y allez pour le fun, vous pouvez, bien sûr, mais vous risquez d'être pris dans les événements mondiaux. Et là, on voit si vous allez connaître votre histoire ou pas. Voilà, si vous connaissez votre histoire, vous savez que vous allez vous la recevoir sur la gueule ou des choses comme ça. Ou le contraire. Faut voir. Alors, on va tout de suite aller... non, on va pas tout de suite aller sur single player. On peut voir ici, dans le menu, qu'il y a aussi un mode multijoueur, mais le mode multijoueur est assez peu fréquenté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de Total War Making History, sachant que c'est du tour par tour. Seulement, il y a beaucoup de choses à gérer et à micro-gérer, ce qui fait que c'est un peu plus complexe qu'un Total War, parce qu'en plus, il y a beaucoup plus de régions à contrôler dès le début. Donc, voilà. Le mode tutoriel, évidemment, c'est un mode qui sert pratiquement à rien, en fait, parce que les commandes sont quand même assez simples. Donc, ce jeu est sorti le 13 mars 2007 en France, si je ne m'amuse. Et 2 ans plus tard sortait sa version numéro 2. Voilà. Développé par Munzy Lane et édité par Strategy First, qui est à 4€ sur Steam actuellement. Donc il faut savoir que le jeu Making History, The Calm and the Storm a été développé comme un jeu éducatif au départ, mais qui finalement est devenu un jeu à part entière après. Donc ce qui fait qu'il souffre de quelques faiblesses du fait qu'il était destiné à être un jeu éducatif au tout début. Mais ça rajoute quelque chose un petit charme comme ça qui fait que vous revivez les événements de la Deuxième Guerre mondiale un peu, parfois vous les subissez, et ça n'offre pas trop de mal, ça va. Donc, on voit qu'il y a plusieurs scénarios dans le menu des single missions. Donc vous avez The Limit of the Peace qui commence le 20 juillet 1936, la politique d'apaisement le 1er septembre 1938, la fin de la diplomatie le 1er septembre 1939, donc en fait le début de la Deuxième Guerre mondiale à proprement parler. Step to a Glory Row, ça je sais pas traduire, désolé. Le 1er août 1940, donc attendez, je vais vous faire tous les scénarios et je vais vous expliquer le contexte politique après. Ensuite, The War at War le 7 décembre 1941 et Conclusion of the War le 6 juin 1944. Alors, pour certains scénarios, c'est quand même assez facile à comprendre. Le 6 juin 1944, bon, on comprend pourquoi le scénario commence là, c'est le débarquement de Normandie. Le 7 décembre 1941, on comprend pourquoi ça commence là, parce que c'est l'attaque de Pearl Harbor. Mais pour le 1er septembre 1939, on comprend pourquoi aussi, c'est l'attaque de la Pologne. Mais pourquoi, par exemple, le 20 juillet 1936, ou le 1er septembre 1938, ou le 1er août 1940 ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors je vais vous expliquer. The Limit of the Peace, ce scénario commence là. Bon, il faut savoir que tous les scénarios finissent... Ah bah non. Ok, donc apparemment la politique d'apaisement finit en... Enfin, on n'a qu'un an pour faire la politique d'apaisement.
Ok. Bon, après dire, c'est le seul scénario où il y a moins de nations. Tous les autres, bon, ok. Mais sinon, ils finissent tous en 45. Donc, The Limit of Peace, ça commence en 36. Donc, il faut savoir qu'en 36, c'est la guerre d'Espagne. Enfin, la guerre civile espagnole. C'est aussi le moment des grandes politiques de réarmement de l'Allemagne. Donc, en 1935, Hitler a dévoilé au monde qu'il était en train de se réarmer. Et donc, en 36, c'est vraiment voilà, on réarme aux yeux de tout le monde. En 1936, en France, c'est le Front populaire, à ce moment-là. En 1936 aussi, c'est la guerre entre le Japon et la Mandchourie. Hein, parce qu'il faut savoir qu'on peut jouer le Japon, la Chine, tout ça, donc il faut connaître les événements mondiaux. Donc en 1936, on sait que c'est la guerre en Mandchourie, au Japon, le Front populaire en France, en Espagne la guerre civile, le réarmement en Allemagne, l'Italie fasciste. Que pourrais-je dire? En URSS, c'est les grands procès de Staline aussi. Donc en 1936, c'est le début aussi des programmes de réarmement aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, ils voient que ça commence à sentir le roussi un peu. Alors ils commencent, bon, c'est pas les vrais budgets d'État, des choses comme ça, mais ils commencent à étudier un peu l'Allemagne pour voir l'armement qu'elle se dote et pour voir si elle pourrait pas essayer de développer un truc comme ça, mais sans vraiment le soutien du gouvernement. Hein, enfin, des choses comme ça. Bon, la politique d'apaisement de 38, c'est l'affaire des Sudètes, les conférences qui vont s'en suivre, les conférences de la paix, etc. Enfin, les coups de poker d'Hitler, les choses comme ça. C'est aussi campagne d'Italie, de la part de l'Italie, pardon, en Afrique. Voilà, ça bouge un peu sur le globe, hein. Ça commence à sentir le roussi. Bon, la Deuxième Guerre mondiale commence, invasion de la Pologne ici, avec la France, l'entrée en guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Le 1er août 40, par contre, c'est la fin de la guerre pour la France. La France signe l'armistice. Et donc si on clique dessus sur ce scénario, là on a la possibilité de jouer la France, mais pas la France résistante, la France de De Gaulle, mais la France de Vichy. Voilà. Donc la guerre vient à peine de se terminer, les troupes allemandes sont encore sur le sol français, on a encore l'Empire français, l'Indochine, je sais plus si elle est nous... Non, je crois pas qu'elles sont encore à nous. Enfin, c'est pas sûr. Donc on a encore l'Empire africain, donc à partir de là on peut développer des choses, voilà. Donc on joue la France de Vichy qui vient de naître à ce moment-là. Donc c'est un peu raccourci aussi, hein. Donc on va à peine de perdre la guerre, le gouvernement de Vichy, l'Angleterre qui continue seule la guerre, etc. La guerre, donc... la déclaration de guerre avec le Japon ici, donc on peut toujours jouer la France de Vichy, hein, toujours. Et la fin de la guerre, donc là on joue la France de l'extérieur, les forces françaises libres. On joue plus la France de Vichy parce qu'évidemment il y a eu les Allemands ont envahi la zone sud de la France, donc Vichy existe encore, mais plus pour le scénario. Vichy n'existe plus pour le scénario, et donc on joue la France de De Gaulle. C'est-à-dire que c'est pas super glorieux, vous avez 3 à 4 unités, et en fait vous ne faites qu'attendre. Oui, enfin vous faites qu'attendre parce qu'en fait vous n'avez pas les points de débarquement, c'est-à-dire pour transporter vos troupes, et donc vous attendez avec vos 4 pauvres unités de pouvoir essayer de libérer la France. Bon, les unités alliées libèrent la France pour vous, mais bon, voilà. Vous faites plus grand chose à partir de ce scénario si vous jouez la France, hein, j'entends. Si vous jouez les États-Unis ou des choses comme ça, bon, vous faites tout, vous envahissez l'Italie, vous envahissez l'Allemagne, enfin vous délibérez la France, des choses comme ça. Voilà. Et donc on va sur un scénario type, et là on peut voir qu'on a de 4, 6 à 8 nations au choix, donc 8 grandes nations, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'Angleterre, les États-Unis et l'URSS. Mais on peut choisir d'autres nations, ce qui est bien fun.
ce qui peut être bien fun. Bon, alors l'Afghanistan, l'Albanie, il faut savoir qu'il y a environ 80 nations jouables au total. Donc parmi tout ça. Et quand je vous dis que ça peut être bien fun, c'est par exemple quand vous pouvez lancer The Limit of the Peace en 36 et jouer par exemple la Pologne. Et donc de 36 à 39, vous allez pouvoir essayer de réarmer la Pologne, tout ça, pour essayer de faire face à l'invasion allemande, ce qui sera impossible au final. Mais voilà, parce que j'ai déjà essayé, hein, même en easeless, c'est impossible. Ou bien vous pouvez carrément commencer en gros sadomaso le 1er septembre 39 avec la Pologne, et vous allez vous faire rouler dessus. Voilà, eh ben, on va peut-être commencer en 1939, tiens, pour que je vous montre un peu, et éviter de faire un épisode trop long non plus. Tu vas charger le scénario? Ouais, c'est la première fois que je charge The End of the Diplomacy. Voilà. Donc on va prendre la France. Donc vous voyez ici à droite, il y a différents points. Donc par exemple armée de terre, 3e armée, navale, 4e armée, enfin 4e marine, 8e armée de l'air, 5e industrie, 6e producteur de charbon, 17e producteur de pétrole, 4e producteur de métal, et 6e en manpower pool. Voilà, bon, c'est en ouvrier qualifié quoi, en gros. Donc vous pouvez changer les scénarios, mais bon, ça c'est toujours avec les points. Alliance, idéologie ou nation. Idéologie, ça c'est pratique quand vous êtes une démocratie, vous êtes forcément... Enfin, vous gagnez forcément au final, quoi. Alors, on va lancer le scénario avec la France. La France que j'adore, mais qui est complètement... Comment dire, on sent que les développeurs du jeu vidéo voulaient que la France se fasse rouler dessus, en gros. Et donc en fait vous passez quasiment presque toute la guerre sur vos territoires africains. Et voilà quoi. Vous passez quasiment toute la guerre à essayer de préparer la reconquête de la France, parce qu'évidemment l'Allemagne va nous rouler dessus. Et elle n'arrivera pas à envahir l'Angleterre, parce que c'est scénarisé quand même un minimum, hein, avec les derniers patchs. C'est quand même assez scénarisé. Et moi ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, là tout de suite, là quand on arrive, vous voyez, c'est le détail des unités qui est vraiment pas mal. Donc là on reconnaît le soldat français, on reconnaît un Panzer II ici, on reconnaît le soldat allemand ici, le soldat belge qui ressemble un peu à un montagnard allemand, donc costume historique, le soldat italien évidemment, ici, les avions ici italiens, donc ça doit être sûrement un ME 202, ou MC 202, pardon. Les avions aussi sont très bien reproduits, donc là on voit un bombardier, ça doit être un latécoptère ou un truc du genre. Ici par contre je ne reconnais pas la forme de cet avion, mais ici ça doit être un D520, voilà, j'y suis arrivé. Et vous avez différentes formes de chars qui sont assez bien reproduits. Donc là par exemple on voit que c'est un early tank. Donc early tank, c'est les tanks, les premiers tanks en fait de la nation. Donc par exemple l'Allemagne en tant que early tank, elle a des Panzer 1. Ensuite c'est des light tanks qui sont des Panzer 2. Nous en light tank on a ceux-là, donc qui sont des Renault. En tank moyen, la France aura des S35 modélisés, et en char lourd je crois que c'est des B1 bis, mais là je suis pas sûr parce que j'ai encore jamais réussi à en produire. Voilà. Donc on voit la France c'est quand même pas mal comme territoire. Bon, alors elle a ce territoire, elle a toute l'Afrique pratiquement, elle a aussi l'Indochine. Voilà. Elle a la Guyane, Madagascar si je ne m'amuse. Voilà. Et elle a aussi ce territoire ici qui est le territoire de la Somalie. Voilà. Et donc pour ceux qui connaissent l'actualité, voici le Mali avec Bamako. Voilà. Donc là le Mali uni sous la bannière de la France. Alors on va faire un tour rapide de tout ce que présente le jeu, hein, parce que faut savoir que c'est quand même assez complet quand même. Donc on va aller sur le premier onglet. Donc on voit ici Alliance. Donc parce que là par défaut j'ai laissé sur Alliance Victory. Donc il va falloir que je m'allie à d'autres pays. Je pourrais former des alliances. Donc là je suis tout seul dans mon alliance, mais je pourrais m'allier par exemple à
à la British Alliance. Bon, il faut savoir que si vous vous alliez et que vous êtes en guerre contre quelqu'un, il faut que tous les alliés soient d'accord pour déclarer la paix à un ennemi. Par exemple, si j'atterris en guerre contre l'Allemagne, que je m'allie aux Anglais, donc à la British Alliance, si je veux faire la paix avec l'Allemagne, il faut que la British Alliance dans son entier soit d'accord pour faire la paix avec ce pays. Seulement, la plupart du temps, comme les Anglais ne craignent rien sur leur île, eh ben ils disent non, les Anglais. C'est toujours les Anglais qui disent non. Parce qu'ils craignent rien techniquement, ils sont... Voilà quoi. C'est pratiquement le seul pays qui ne se fera pas envahir. Si vous jouez l'Angleterre ou l'Angleterre, vous serez quasiment sûr de ne pas être envahi, donc vous pourrez faire votre truc. Bien pépère, tranquille. Ensuite, Production Report. Donc il faut savoir que chaque ville peut produire des choses. Donc là on a plusieurs villes, beaucoup de villes dans les colonies, hein. Donc là, la France produit par défaut beaucoup d'armes, parce qu'en fait, il lui faut beaucoup d'armes techniquement, parce qu'il faut armer votre armée. Et donc, en fait, quand vous produisez des unités, vous ne faites que produire l'unité techniquement. C'est-à-dire que vous produisez par exemple le char ou l'unité d'infanterie. Seulement, attendez, je sais plus où c'est, ça doit être là, ouais, c'est là. Donc par exemple ici, j'ai 224 armes, il me manque 224 armes pour armer la totalité de mes soldats. C'est quand même con, ce qui fait que j'ai une armée pratiquement à moitié de potentiel. Et donc si vous armez pas tous vos soldats, c'est où déjà qu'on voit ça? Non, c'est pas ici, c'est... Attendez. Ah oui, non, c'est là. Quel con. Donc, si vous n'avez pas toutes vos armes, vous allez avoir ici des pénalités. Donc, vous pourrez avoir... Enfin, moi, au maximum de pénalités, j'ai eu moins 50% de pénalités de combat. C'est-à-dire qu'en fait, votre unité est réduite à 50% de points de combat. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai 170 points de combat ici, mais ce serait réduit de moitié. C'est-à-dire que pour une unité de 200 points de combat, elle aurait que 100 points de combat. Enfin, sans le marquer, parce que là, c'est 170, mais si, j'aurais le moins 50% ici. Donc, mais ce ne serait pas noté directement. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez battre cette armée-là, avec 1051 points de combat, alors que j'ai pas assez... Voyons voir. Ouais, si je rassemble tous mes blindés, j'en ai pas assez pour faire face rien qu'avec cette unité. Vous voyez, 1051 points de combat. Donc on va prendre cette unité là à 210, et ben ça ferait 105 de points de combat. Donc là je me fais rouler dessus, littéralement. Donc en fait, bon là c'est en 1er septembre 39, donc en fait ce qu'il va falloir c'est que j'évacue toutes mes unités vers l'Afrique. Mais le problème c'est que j'ai pas assez de points de transport naval. Donc c'est assez embêtant. Donc continuez le point. Les points de recherche, c'est parce qu'en fait vous pouvez faire des recherches sur l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, tactique. C'est-à-dire que là, par défaut, la France a les tranchées de développer, mais on peut développer des points de défense ou encore des tranchées plus évoluées. Mais aussi des points de tactique offensive. Donc nous on l'a pas par défaut, mais l'Allemagne l'a, parce que évidemment c'est la Blitzkrieg. Mais aussi des choses, des entraînements militaires, par exemple des troupes d'assaut amphibies, des troupes de montagne ou des troupes de jungle, donc ce qui peut être pratique pour le Brésil ou des choses comme ça. Et ensuite des recherches avancées, par exemple dans le domaine des hydrocarburants, donc par exemple pour avoir du pétrole synthétique, dans le domaine de l'électricité pour avoir des véhicules radio, des radars, donc ça c'est pour l'Angleterre par exemple, les radars pour suivre... les objectifs, hein, mais aussi les véhicules radio, les sous-marins, enfin les sonars sous-marins pour détecter les sous-marins justement. Ensuite on touche au domaine du nucléaire pour fabriquer des bombes nucléaires, donc ça c'est plus sur la fin de la guerre, mais aussi des jets, fabriquer des jets ou des missiles. Voilà, donc il faut savoir qu'à la toute fin de la guerre, si vous commencez le scénario en 1944, l'Allemagne aura des Messerschmitt 262, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, Financial Report. Donc là, vous voyez, c'est vraiment fait pour que la France perd parce qu'en fait, elle est en déficit.
Et chaque semaine, elle perd là 26 448 francs. Elle importe beaucoup de charbon, ce qui est débile parce que la France était la deuxième productrice de charbon après l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la deuxième plus grosse productrice de charbon. Ce qui est complètement débile, mais bon. On excusera cette erreur de scénario qui est très 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 poussée quand même. Il faut pas dire, il est très très poussé. Ensuite, Military Maintenance, on voit que notre armée nous bouffe plus de la moitié de notre budget, notre Air Force ne bouffe quasiment rien, et ensuite ce sera la Navy. Ok. Il faut savoir que la Navy est très développée chez les États-Unis, mais j'adore la marine française. Du coup, je la sors assez souvent. Et j'avais une partie là où j'avais perdu la France complète. Et en fait, avec ma première flotte de haute mer et la deuxième flotte de haute mer, plus la première coloniale, j'arrêtais pas d'emmerder les Allemands parce que quand ils font des transferts d'un pays là, parce qu'ils avaient envahi la Norvège et le Danemark, donc ils faisaient des transferts parce qu'une fois ils avaient plus besoin de troupes là-dedans, donc ils faisaient des transferts, alors ils transféraient leur aviation, leur troupes au sol et tout. Alors j'avais mis ma première flotte de haute mer ici, et le problème c'est que les avions ne volent pas d'un territoire à l'autre, enfin vers quand il y a de l'eau, ils volent pas d'un territoire à l'autre, ils sont obligés de prendre les bateaux. Et du coup, à chaque fois, ma première haute mer faisait des one-shots, des headshots, dirait-on plutôt. Et du coup, c'était vraiment sympa. Et même en Indochine, j'avais perdu l'Indochine, mais j'avais deux light cruisers, donc des croiseurs légers, qui ont coulé une flotte de porte-avions et de cuirassés japonais avec l'aide des républicains espagnols et des anglais. Donc toute une histoire quand même, parce que oui, en 1936, en fait, je vous ai dit, c'est la guerre civile en Espagne. Donc moi j'avais aidé les républicains espagnols et du coup ils avaient accepté de faire une alliance avec moi et du coup c'était assez sympa de voir des navires républicains espagnols m'aider en Indochine. Voilà. Ensuite, armée, ça on va passer rapidement dessus. Donc là on voit le nombre d'hommes. Donc ici Military Manpower, c'est la force totale de mon armée, qui est de 1504 points de combat. Ici 1051. En fait, si je rassemble toute mon armée, je suis capable de lutter contre ce Panzer II. Mais le problème, c'est que j'ai beaucoup d'armées coloniales en Indochine et tout, alors le temps que je les rassemble. 133 divisions d'infanterie, 10 escadrons d'Air Force, dont 3 escadrons de bombardiers et 58 navires. Donc 8 battleships, donc 8 cuirassés, 19 croiseurs, un porte-avions, 15 destroyers et 15 sous-marins. Voilà. Ensuite, diplomatiquement, on peut faire des alliances ou déclarer la guerre, sachant que quand on s'allie à quelqu'un, on déclare forcément la guerre à tous les ennemis de l'alliance. Voilà. C'est-à-dire que par exemple l'Angleterre est en guerre avec l'Allemagne, si je m'allie à l'Angleterre, je serai forcément en guerre contre l'Allemagne. Voilà. Par exemple. Ça peut arriver par exemple si la Pologne se fait attaquer en 1939, hop, vous vous alliez à la Pologne parce que par défaut vous êtes allié à personne. Voilà, donc là je m'allierai à la Pologne une fois qu'elle sera en guerre et hop, je serai en guerre contre l'Allemagne et donc je pourrai l'envahir. Enfin bon, là c'est assez mal barré, parce qu'il faut savoir que l'Allemagne est invulnérable le 1er septembre 1939, donc même si elle attaque la Pologne, même si vous faites une attaque en étau, vous allez l'avoir dans le baba. Ensuite, on passe à la population et à la recherche. Donc là, on voit le nombre de personnes et le nombre de personnes qui travaillent. Donc, qui travaillent dans les mines, qui travaillent dans vos mines de fer, de charbon, qui travaillent à la production d'armements, de biens de consommation ou des choses comme ça. Et il faut nourrir votre population et il faut leur donner des biens de consommation. S'ils n'ont pas de biens de consommation, ils produiront moins. Et en plus, vous aurez des points industriels en moins. Donc le Research Project, donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, si on lance un projet de recherche, donc là on va chercher l'Improved Infantry, donc infanterie de niveau 3. Donc si on fait Start Research, donc ça vous coûte 2000 au total, parce que bon là les trois trucs c'est après la virgule, donc c'est 2000, ça vous coûte 2000. Et donc il va falloir 30 points de recherche. Donc normalement vous vous dites oui bon bah d'accord, ça va prendre 30 tours. En fait non, la recherche c'est aléatoire, mais par contre vous pouvez allouer des points de recherche
à partir de vos cités, par exemple là je produis des armes, mais je peux produire des biens de consommation, je peux développer mon industrie, donc ça c'est sur le long terme, développer son industrie. Il faut savoir que la France, il faut développer l'industrie parce que l'industrie française à proprement parler est bien développée, mais l'industrie coloniale est en pré-industrielle, ce qui fait qu'en fait elle ne produit pas. Par exemple, regardez, 71 par tour d'armes. Je peux produire 71 par tour d'armes, ici. Je vais en Afrique, je vais aller à Alger, hop, je vais ici, donc là on voit c'est une cité pré-industrielle, et donc là je ne produis plus que 5 armes par tour. Voilà, donc ça change. Donc il faut... si vous commencez en 36, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez développer vos cités. Donc à la place de produire des armes, vous allez changer ça pour des industries. Et ce qui fait que ça vous fera augmenter votre point de capacité industrie. Et ça développera le nombre d'armes, de biens de consommation ou de recherche par tour que vous pourrez faire. Voilà. Donc là, par exemple, à Paris, je vais développer la recherche. Hop, on retourne à la recherche et paf, on voit qu'il y a 71 points industriels donnés à la recherche alors qu'il n'en faut que 60. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez espérer avoir un point de progression par tour. Mais le résultat 100%, enfin 100% de points par tour, n'existe pas. En fait, vous êtes plus à 90%. C'est par exemple, lors d'un tour, vous pouvez ne pas trouver de trucs, mais le tour suivant, vous pouvez en trouver 2 par exemple. Donc c'est aléatoire. Donc c'est une moyenne de 30 tours qu'il va falloir. Une moyenne environ, ce sera 30, 35 tours ou peut-être 25 si vos chercheurs sont vraiment très très motivés. Ça dépendra. Ensuite, on a encore un onglet qui s'appelle Grant Independence. Donc il faut savoir que là, il y a certains pays où on peut déclarer leur indépendance, c'est-à-dire que si vous l'envahissez, ou bien par exemple pour les colonies, parce qu'il faut savoir ici, par exemple, l'Algérie est une colonie française actuellement, donc je peux la libérer, si je veux, hein, bien sûr, parce qu'en fait, c'est un dilemme, si vous voulez. Donc là, techniquement, vous avez l'Algérie, donc l'Algérie qui est de ce territoire immense, hein, donc qui est composé de deux territoires, la Northern Algérie et la Grand Egg, donc qui est l'Algérie. Et donc l'Algérie ne produit pas entièrement en fait. Regardez, attendez, si on le voit ici, voilà. Différence culturelle 25% en moins. Donc en fait je produis 25% en moins. Mais si je libère l'Algérie, bon, elle sera plus à moi techniquement, hein. Donc ça veut dire que les troupes là, ce sont seulement des troupes amies. Donc d'une part, elle rejoindra mon alliance par défaut. Et deuxièmement, sa production sera de 100%, à la place de 75% pour moi. Donc moi je l'ai à une production de 75%, donc moins 25%, donc ça fait 75%. L'Algérie produit pour moi 75% des biens que je lui demande. Mais si je la libère, elle produira 100% des biens. Bon, ce ne sera pas pour moi, mais par exemple, elle pourra produire des troupes. Et de manière 100% opérationnelle, pas 75% opérationnelle, par exemple. Et donc, avec des troupes 100% opérationnelles, ça peut faire une force d'appoint. Donc là, c'est un dilemme. Soit vous choisissez de produire quand même, soit vous choisissez de vous en faire un allié qui sera à 100%. Voilà. Donc c'est vraiment de la gestion assez complexe quand même. Ensuite, French Industry, donc là, à la place de faire, à la place de regarder, voilà, alors je clique sur la France, je modifie ce qu'il doit rechercher, ensuite je clique sur un autre territoire, je modifie ce qu'il doit rechercher ici. Donc là, vous allez dans French Industry et vous modifiez selon ce que vous voulez, sachant que là les petits icônes de phare c'est des ports, donc on va pouvoir produire des bateaux, des choses comme ça, des porte-avions, mais on peut aussi produire des unités terrestres, hein. Il faut savoir, c'est pas parce que c'est un port que ça peut pas produire d'unités terrestres ou d'unités aériennes. Donc là on voit que 24 de mes cités produisent des armes, 5 des biens de consommation, 1 produit des porte-avions légers et 1, donc là c'est Paris, qui produit de la recherche. Donc on peut voir que je produis 102 armes par tour, 85 biens de consommation par tour, que je produis un navire tous les 22 tours, et que je produis 71 points de recherche par tour. Voilà.
Et donc là, on voit ce que ça donne au total. Donc malgré le fait que je produis 102 armes par tour, il m'en manque encore 122. Voilà. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Donc là, on est en excédent de nourriture et de métal, ainsi qu'en excédent de charbon. Mais par contre, on est obligé d'importer le pétrole, les biens de consommation et les armes. Ça peut paraître paradoxal, mais par exemple, c'est où les stats? C'est ici. Par exemple, dans le commerce, donc on voit que j'exporte beaucoup de métal, donc c'est la majorité de mon revenu, mais j'importe beaucoup de charbon, j'importe un peu de métal et j'importe aussi du pétrole. Il faut savoir que vous pouvez aussi importer n'importe quoi, des biens de consommation, des armes. Et moi, par exemple, j'importais, sur ma campagne de 36, j'importais des armes d'Allemagne. Voilà. Parce que en fait, l'Allemagne était le plus gros producteur. Donc, je sais plus où ça se voit. Non, c'est pas dans... Voilà, c'est dans ça. Donc, on peut voir ici que je suis le 4e producteur mondial d'armes, le 5e producteur mondial de biens de consommation, le 4e producteur mondial de métal, mais en armes, par exemple, le top producteur mondial, c'est l'Allemagne, et donc en fait, comme c'est le top producteur mondial, la majorité des armes que je vais acheter, ce sera à l'Allemagne. Ici, la majorité des biens de consommation que je vais acheter, c'est aux États-Unis. Ici, aux États-Unis, en fait, ils dominent quasiment ils ont quasiment le monopole, voilà. Donc ça se fait bien sûr ici, négociation. On peut traiter avec les pays pour vendre ou acheter des biens de consommation. Mais en fait on le fait pas pour une nation en particulier. Bon, là je peux le faire, par exemple il demande 3 pétroles, mais bon je suis en moins 73 et je compte garder mes stocks, donc je ne vais pas lui en donner. Mais vous pouvez faire offrir sur le marché et mettre 50 millions de... Par exemple pour le fer, je peux faire offrir mettre sur le marché 100 métal, par exemple, et je fais send. Donc là, hop, voilà, je suis sur le marché, j'offre 100 métal à qui les voudra. Voilà. Donc là, par exemple, la Chine communiste me demande du métal, donc je vais lui en donner, voilà. Et là, il sait pas qu'il en a acheté à moi, en fait. Parce que, par exemple, on peut pas commercer entre les ennemis, hein, mais je veux dire, vous savez pas avec qui vous commercez. Ensuite, les infrastructures, on va y arriver, on va arriver à la fin, vous inquiétez pas, de toute façon, c'est le dernier onglet. Donc, on peut développer les infrastructures, c'est-à-dire que, par exemple, ici, je peux développer l'industrie alimentaire. Parce qu'il faut savoir que votre population en augmentant va avoir de plus en plus de besoins. Je peux augmenter la défense de chaque région, c'est-à-dire que j'aurai un bonus de défense, hein, style la ligne Maginot, quoi, un peu ce genre-là, et les infrastructures pour essayer de développer un peu les routes, des choses comme ça, et ça vous donne des bonus. Par exemple, si je développe les infrastructures, j'aurai ici, bon, elle est niveau 3, donc 20%, mais au niveau 4, elle sera 25% de bonus de production de ressources. Voilà. C'est pas négligeable, hein, 25% de bonus quand même, voilà, faut pas rigoler là-dessus quand même, hein. Ou bien, soit vous développez vos infrastructures, soit vous allez là-dedans et vous augmentez Ah d'accord. Non, en fait, j'ai été étonné parce que regardez, il y a un puits de pétrole en Alsace-Lorraine. Or, quand vous commencez la campagne en 1936, vous l'avez pas, vous avez que le puits en Normandie. C'est pour ça que j'ai été étonné, je dis merde, putain, il y a 2 puits de pétrole. Hein? Ah bon. Bon, ok. Bon, voilà ce que sortent des usines, donc output, voilà ce qui sort des usines, donc 1 litre de pétrole par semaine, donc dans les usines Alsace-Lorraine et Normandie. Mais par exemple, vous pouvez soit augmenter la production, donc en fait, bon, vous produirez 2 litres de pétrole par semaine, ou alors vous pouvez minimiser, donc en fait vous produirez moins. Le problème c'est qu'en fait si vous maximisez, ça vous coûtera plus cher, vu que... Attendez, on va peut-être voir ça. Voilà, maintenance 10 000, donc si j'augmente la production, je passerai à 20 000 de maintenance, et donc ce sera plus cher par rapport à ce que ça me rapporte effectivement. Donc il est
plus intéressant de développer son infrastructure plutôt que de maximiser l'industrie. Bon, il y a des moments où vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez pas assez. Par exemple, le pétrole, on voit que je suis à moins 73 et je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir que je maximise la production pour essayer d'en produire plus, en attendant que, ici, parce que regardez, pour passer au niveau 4, il va me falloir 52 tours. Donc en attendant, il va falloir que je maximise. Voilà, pas de choix. Donc voilà, on a fait le tour de ce jeu, hein, qui est plein de potentiel, pardon. Et donc en fait, il va falloir faire des choix stratégiques. Donc là, j'ai pris l'exemple de la France, mais ça pourrait être avec un autre pays. Des choix stratégiques. Avec l'Allemagne, vous vous en sortirez mieux, ça c'est certain. Avec la France, vous serez obligé de vous replier sur l'Algérie, ça c'est certain. Avec l'Angleterre, vous pourrez développer votre économie tranquillement. Et vous pourrez rejouer la Seconde Guerre mondiale avec le scénario. C'est-à-dire que là, si on attend le 7 décembre 1941, le Japon va déclarer la guerre aux États-Unis. Et les États-Unis vont sûrement rejoindre la British Alliance, ou bien former l'American Alliance, voilà, que je pourrais rejoindre si j'en ai envie. Voilà, j'espère que je vous ai tout bien expliqué et que ça vous donnera envie de jouer au jeu. Moi je vous dis à la prochaine et bon vent!